m'appelle Stéphane Tsenak, je porte plusieurs chapeaux. Je suis écrivain et rédacteur en chef de la revue Liaison, qui est la revue des arts de l'Ontario français depuis 1978, et directeur des éditions L'Interligne à Ottawa. Ça fait 10 ans que j'observe la scène artistique en Ontario français, et je sais que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Alors le documentaire, c'est pour moi une quête. Je m'en vais à la rencontre d'artistes, d'artisans, d'observateurs. Ce qu'on veut, au fond, à la fin de ce voyage à travers les arts en Ontario français, c'est d'en sortir avec quelque chose de nouveau, un peu de fraîcheur et des idées qui vont faire leur chemin. Alors, simplement, couverture du numéro 112, dont je t'ai parlé, le numéro de septembre, qui va s'appeler Liaison, qui prend un peu pour point de départ Liaison, puisque c'est le témoin privilégié des arts et de la culture depuis 23 ans. Ce numéro-là, c'est un dossier, hein? Ça va faire 24 ou 28 pages. Il y a 6 disciplines: théâtre, littérature, art visuel, nouveaux médias, danse, musique. On a 6 intervenants. On a 3 à Toronto, 3 à Ottawa, qui vont, d'une part, rédiger un petit article de 5-6 feuillets qui va paraître dans la revue. Okay. Mais dans la base de cet article-là, leur plan de travail, finalement, va leur servir à faire une intervention à l'écran. Okay. Et ce qu'on fait, c'est qu'on demande à des observateurs très proches de chaque discipline artistique de faire le point avec les artistes, avec un regard tourné vers demain. Il faudrait aller dans le symbolisme, vu qu'il y a tellement de sujets à faire. C'est ça. On resterait peut-être dans l'abstrait. On a eu Dalpé dans le numéro 110. 111, c'est la photo de Roméo Savoie, si tu te souviens. Je vais aller la chercher. Ouais. Je l'ai pas loin. Celle-là. Pensons-y, là. Mais ça, ici, on pourrait trouver une œuvre qui est multimédia, justement. Ouais. Ce qu'on pourrait faire, c'est carrément demander à je sais pas, à quelqu'un comme Geneviève Ruet, qui fait des jeux de la francophonie comme en photographie, mais qui travaille sa photographie de façon bien spéciale. C'est à travers une couleur? Ouais. Je te laisse aller avec ces idées-là. Tu me reviens avec une proposition, puis on en reparle. Je me suis à la fois intéressé aux médias et aux arts de la scène. J'ai été un clown à la fois à TFO, à la radio de Radio-Canada et à la télé. Alors, ça me donne une connaissance pratique et assez récente de ces différents médias de l'Ontario français. Pour parler des médias en Ontario français, me vient toujours cette image d'un piano mécanique. Tu sais, c'est ce genre de piano où on devait perforer des cartons puis tourner la manivelle pour faire jouer le piano. Et j'ai l'impression qu'à ses tout débuts, l'histoire de la télévision en Ontario français, on recevait des cartons perforés de Montréal. Puis là, on demandait simplement aux Ontariens de tourner la manivelle, puis on avait les émissions qu'on nous demandait. Et là, peu à peu, il y a des gens, des artisans sur les plateaux qui se sont dit « Hey, ça serait peut-être à nous de perforer ces cartons-là et de faire notre propre musique et de faire nos propres émissions. » Et c'est à ce moment-là que, oups, il y a des gens qui ont été encore plus braves. Les gens de Volt, par exemple, qui ont dit « Laissons faire les cartons, laissons faire les perforations. Allons-y avec du jazz. Hein? On va se l'approprier, le piano, et on va en faire des émissions qui nous ressemblent. » Volt a réussi à survivre au fil des années. Les créateurs de Volt, à la fois producteurs, réalisateurs et même animateurs, ont toujours dû travailler très, très fort afin de faire accepter leurs différences. Et c'est cette différence-là qui leur a valu des nominations au prix Gémeaux. C'est cette différence-là qui leur vaut une cote d'écoute absolument incroyable compte tenu de la situation en Ontario français. À mon avis, ça demeure absolument génial du côté de TFO. La radio a fait d'importants pas au cours des dernières années. On a décidé de se réseauter
avec ce grand réseau francophone des Amériques. Et je trouve ça absolument formidable parce que c'est l'occasion, d'une part, pour une communauté de se solidifier et d'autre part, c'est l'occasion d'entendre nos accents diversifiés. Hein? C'est pas bête, d'une fois de temps à autre, d'entendre à la radio un animateur avec un accent zaïrois, avec un accent de Windsor, avec un accent de Pénétanguishene ou un accent de la Gaspésie. C'est pas bête du tout parce que ça nous représente bien, je trouve, en tant que communauté ontaroise. Et puis, c'est pas tout à fait ce qu'on peut entendre du côté de la radio d'État. L'écoutez à l'antenne de RFA, le réseau francophone d'Amérique. Parlons de cinéma maintenant. Est-ce qu'il existe un cinéma franco-ontarien? Aïe, aïe, ça, c'est pas facile. Non, je pense que si on demande aux artisans, aux réalisateurs du cinéma ontarien, si on leur pose la question, est-ce qu'il existe un cinéma franco-ontarien, ils vont s'entendre pour dire qu'il demeure difficile à définir. En termes de cinéma et de documentaire en Ontario français, c'est vraiment l'ONF qui a réussi à soutenir ça énormément. Lorsque je suis arrivé ici, c'était pas facile de commencer à faire du cinéma en français en Ontario. Mais une fois que j'ai trouvé l'ONF, une institution connue à travers le monde, quand j'étais en Égypte, on étudiait le cinéma, eh bien, c'était un rêve de voir l'ONF. Et j'ai réalisé 7 films avec l'Office national du film. C'était surtout à propos de la communauté francophone en Ontario ou vivant à l'extérieur du Québec. Fadel Saleh, le cinéaste et documentariste, est venu me trouver un jour. Il m'a dit « Je te propose de faire un film sur toi ». Je trouvais l'idée singulière et surtout audacieuse au début. Je n'y croyais pas, mais lui, il y croyait pour deux. Un an plus tard, quand j'ai vu tout l'ensemble du film, surtout la douceur du film, et que j'ai reconnu le ton de plusieurs de mes livres, là, je me suis dit « Fadel, il a mauditement bien travaillé ». J'étais très fier de lui. À la fermeture des bureaux de l'ONF à Toronto, ça en inquiète plus d'un. C'est atroce, c'est criminel, ça se fait pas. Il ne fallait pas que l'ONF laisse Toronto pour aller à Ottawa. Surtout pas Ottawa, ça fait pas de sens. Ça, c'est atroce. C'est atroce et on voit bien qu'est-ce que c'est finalement l'ONF, ça devient purement politique. La petite lumière, Stéphane, au bout de ce long tunnel, si on veut, d'incompréhension quant à la situation des réalisateurs franco-ontariens, c'est peut-être l'arrivée au poste de président de l'ONF de Jacques Ben-Simon, qui a été justement le fondateur et le directeur de TFO pendant des années, et le mieux placé pour connaître justement la situation des réalisateurs d'ici, pour connaître qu'est-ce qui se passe en Ontario français et pour connaître aussi la vitalité des gens d'ici. Alors ça, c'est peut-être une lumière au bout d'un long tunnel qui pourrait aider les réalisateurs d'ici. C'est pas une personne qui va faire la lumière, mais enfin, c'est des personnes comme ça qui ont vraiment de la passion pour le cinéma, qui vont changer les choses. Du côté des choses un petit peu plus positives, pensons d'abord à justement des maisons de production comme Médiatique. Médiatique a trouvé une clé importante à sa survie en allant chercher un réseau de coproduction à l'extérieur de l'Ontario. Alors, je pense que cette collaboration-là entre francophones du Canada et francophones d'Amérique demeure aussi une porte de sortie intéressante et voire, si on veut, unique pour les médias francophones de l'Ontario. C'est la voie de l'avenir? Ma foi. Non, je sais pas. Je sais que c'est une des réponses importantes, du moins, pour ce qui est de pouvoir survivre. C'est qu'il faut être en mesure de s'associer. L'Alliance des producteurs francophones hors Québec, ou canadiens, comme on s'appelle, a été fondée il y a maintenant 3 ans. Elle a réuni tous les producteurs qui voulaient faire sérieusement de la production, c'est-à-dire plus d'1 ou 2 productions par année. Depuis, je crois, 5 ou 6 ans, le gouvernement a décidé que la production indépendante serait encouragée. Les producteurs indépendants qui autrefois étaient à l'intérieur des TV Ontario ou d'autres diffuseurs se sont dit, bon, on va commencer par faire du documentaire puisque c'est ça qu'on a eu l'expérience de faire, mais on a commencé à avoir faim de fiction et de dramatique parce que c'est là qu'on peut tirer avantage de énormément de talents que nous avons, que ce soit en Ontario ou ailleurs hors Québec. Les productions Robert Charbonneau d'Ottawa, ça fait déjà 4 ans qu'ils ont commencé à faire de la dramatique, de la fiction ici, en Médiatique. Ça fait depuis l'année passée qu'on est embarqué dans de la dramatique et on a bien l'intention de continuer.
Moi, je suis persuadée que dans 3 ans, on aura un téléroman franco-ontarien, on aura des séries dramatiques franco-ontariennes et on aura 1 ou 2 longs métrages franco-ontariens. De mon côté, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de remplacer l'ONF pour les jeunes cinéastes de nos jours. C'est-à-dire, si eux aussi veulent faire quelque chose, y compris moi-même, quand on a une idée documentaire qui nous brûle et qu'on veut exprimer, eh bien, c'est les sites web. Maintenant, je veux faire un site purement cinéma francophone de l'Ontario. Les gestionnaires de TFO ont demandé aux créateurs des sites web de créer un site web pour enfants. Les créateurs voient ça et se disent entre eux, « Ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » Alors, ils décident simplement, en catimini, de créer un site qui ne répond pas tout à fait et même pas du tout à la demande qu'on leur avait proposée. Eh bien, soudain, ce site se retrouve en nomination avec Disney, Sony Japon et remporte le Milliador, une des plus importantes distinctions pour les sites web à travers le monde, pour la qualité de ce site pour enfants. La leçon à tirer de tout ça, à mon avis, c'est que plutôt que d'avoir accepté la carte perforée qu'on aurait mis dans ce piano mécanique-là, eh bien là, les créateurs ont dit, on peut aussi mettre une partie de notre vision là-dedans. Et je pense que c'est un exemple de succès, justement causé par cette volonté de se distinguer et cette volonté d'exprimer notre différence. Moi, Marc Bishop, je travaille à Nouveau Média parce que je peux faire tout ce que j'aime. Je peux écrire, je peux dessiner, je peux prendre des photos, je peux travailler avec des équipes de gens hyper créatifs qui s'amusent. Et parce que c'est vite, j'ai pas beaucoup de patience, moi. Alors, parmi les réalisations que tu as faites? J'ai commencé comme développeur de site web pour un magazine à but non lucratif pour les jeunes. C'est là qu'on a appris. Puis ensuite, je suis arrivé à TFO comme illustrateur, ensuite comme réalisateur, ensuite comme producteur et maintenant comme directeur créatif pour les nouveaux médias. Quand moi, je suis arrivé à TFO pour les nouveaux médias, on était 4. Puis là, on est à peu près 35 ou 40, fait que c'est pas pire. Les nouveaux médias et l'Internet en particulier, c'est peut-être le médium qu'on a besoin en Ontario français depuis longtemps. On s'attend pour ça depuis des années. C'est pas cher. De plus en plus, les gens ont accès à l'Internet. Et tu peux l'avoir autant à Timmins qu'à Wawa qu'à Windsor. Fait que c'est très important, l'Internet, pour l'Ontario français. Mais là, il faut vraiment qu'on se concentre, qu'on commence à réaliser de plus en plus de produits. L'avenir des nouveaux médias, je ne sais pas. On est encore à la recherche, je pense, d'une identité de ce côté-là. Et on sait qu'on est en mesure de créer des choses absolument géniales du côté des médias en Ontario français. Il suffit maintenant de se prendre en main puis d'aller un pas plus loin. Et maintenant, avec les nouveaux médias, on pourra montrer nos films, diffuser nos films, chose qu'on n'était pas capable de faire auparavant. Ça va donner la possibilité à beaucoup de nouveaux réalisateurs de s'exprimer à travers une petite caméra, un petit film digital. Ça peut être un grand film comme un petit film, c'est pas... mais au moins cette fois-ci, on n'est pas limité au format télévision, tout simplement, mais c'est les formats qu'on veut. Mon souhait en nouveaux médias pour l'Ontario français, c'est qu'on nous donnerait une tonne d'argent pour vraiment développer un bon programme post-secondaire en nouveaux médias, où il y aurait les meilleures technologies, où on pourrait avoir les meilleurs profs pour vraiment développer une génération de gens qui ont un diplôme en nouveaux médias et qui sont excités pour créer du contenu en français en Ontario français. Je suis Lucie Hott, professeure au département des lettres françaises à l'Université d'Ottawa. Mon intérêt est d'abord venu du fait que je suis moi-même d'origine franco-ontarienne et du désir, finalement, de voir ce qui s'écrivait ici. Moi, j'ai fait mes débuts comme écrivain engagé. Pour moi, c'était très noble. C'était ce que j'appelle ma période Durham, du nom de Lord Durham, qui avait dit que les Français du Canada n'avaient pas de littérature, ils n'avaient pas d'histoire. Et il avait écrit ça en 1840, et pendant tout le siècle qui a suivi, il y a des écrivains qui, dans leur préface, indiquaient qu'ils écrivaient justement pour montrer qu'il existait chez nous une littérature. Moi, je voulais prouver aussi qu'il y avait une littérature, mais je ne voulais pas le prouver à des anglophones, je voulais le prouver à des Québécois, ce qui était un peu curieux. Et cette période engagée a duré quand même quelques années.
Ça se voit dans mes 2-3 premiers livres, et c'est ce que j'appelle l'époque de mon service littéraire. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que je prouve l'existence d'une littérature française en Ontario. Donc, dans les années 1980, on a des œuvres qui se situent toujours en Ontario, mais où les thématiques seront moins identitaires. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître ce que j'appelle le roman de la conscience individuelle, donc de l'individu dans le monde. Je savais enfant que je serais écrivain. Plus tard, toute la question linguistique ou culturelle, est-ce qu'on est franco-ontarien ou québécois ou je sais pas quoi, ou français, ça s'est posé également, mais c'était résolu encore là très vite. J'ai bien vu que j'étais minoritaire et vers l'âge de 17 ou 18 ans, j'ai décidé que je resterais minoritaire. Et parce que j'aime bien vivre dans un milieu qui est pluriel. Il y a un peu moins d'une dizaine d'années, j'ai décidé de fonder une collection, en particulier de créations, qui s'appelle Écrits torontois. Mon idée, c'était de faire se rencontrer, à travers nos éditions, des gens d'ailleurs et des gens d'ici. Et je crois que ça a bien marché, puisqu'il y a eu des gens qui se sont découverts aussi à travers ces éditions. Durant les années 1990, cette diversité de voix devient encore plus grande. Parce qu'on voit l'apparition d'écrivains que j'appelle des néo-franco-ontariens. Je suis né au Québec, petit-fils d'immigrants slovaques, arrivé en Ontario dans les début des années 90. Et c'est véritablement ici, en Ontario français, que je me suis développé comme artiste, je dirais, comme arrivé à une certaine maturité post-adolescente, décidé de faire quelque chose de ma vie. Et c'est ici que j'ai commencé à écrire. D'où cet attachement profond à l'Ontario français. Les écrivains franco-ontariens d'aujourd'hui, ils viennent d'ailleurs dans la francophonie, la grande famille francophone. Alors, je fais partie de ce grand ensemble-là. Je suis pas un fervent défenseur de la mosaïque culturelle à tout prix, mais ça arrive comme ça. Et de toute façon, je pense que ce qui se passe en Ontario aujourd'hui, c'est ça reflète ce qui se passe ailleurs, au Québec ou en France, en littérature, mais aussi dans la société en général. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on ne fait pas nécessairement la distinction entre ce qui est québécois, franco-ontarien, français. De plus en plus, on parle de romans, de théâtre, de poésie. Et que l'appartenance territoriale devient de moins en moins importante. Mon matériau, c'est les mots. Mon médium, c'est l'écriture. Et à partir de là, que ce soit de la poésie, du roman, de la nouvelle ou du théâtre, c'est seulement des canaux que j'emprunte, finalement, pour arriver à dire ce que j'ai à dire. Nous ne savons rien, sauf peut-être que nous disposons du monde et de la cartographie du corps pour construire un poème. On n'invente pas, on réinvente. Alors, on part des grands thèmes, la vie, la mort, l'amour. Je pense que dans mon œuvre, la question de la relation amoureuse est omniprésente, mais celle de la mort aussi. Donc, cette espèce de finitude, finalité de l'être, de l'homme, de l'être humain, de la femme, de moi comme être humain, qui me préoccupe beaucoup. Et puis j'écris. J'écris pour faire un pas en direction du monde, parce qu'il n'y a rien d'autre qui vaille, rien d'autre qui tienne que l'éblouissement et l'indignation. La littérature, c'est d'abord des gens qui écrivent des livres, qui les publient et qui essaient de livrer une part d'eux-mêmes ou de leur réflexion et de la partager avec le plus grand nombre. L'identité n'est pas quelque chose qui est tourné vers le passé, c'est quelque chose qui est un devenir. Chaque société a un passé culturel très riche, mais qui n'essaie pas de le conserver comme une espèce de petit trésor qu'on garderait dans un coin, là. Pas du tout. Ils veulent au contraire le faire fructifier, ce trésor. Et en le faisant fructifier, ils arrivent à justement recréer une identité qui, dans le cas des écrivains que je publie ici à Toronto, est pour moi une identité torontoise, francophone. Je suis l'apatride parfait.
Mais un apatride qui a des racines. Ces racines-là, elles sont en Ontario français. Je sais exactement où je suis né, d'où je viens, quelle est mon ascendance et quel est aussi l'avenir que j'ai. Ça, c'est sur le plan géographique historique. Ça se résout assez facilement. Maintenant, le vrai pays que j'habite, c'est celui de la fiction. C'est-à-dire, c'est le pays futur, c'est le pays de l'imaginaire. Ce qui est curieux dans mon cas, partout où je vais, je m'acclimate très vite. Et le plus étrange, c'est que les gens me demandent leur chemin. Curieux. Et ici aussi, à Ottawa, les gens me demandent leur chemin. Pourquoi? Parce que j'ai l'air d'être d'ici. Et c'est la même chose à Paris ou à Édimbourg ou à Berlin. Et le plus drôle ici, c'est qu'il n'y a personne qui a plus mauvais sens de l'orientation que moi. Mais j'ai l'air d'être de la place. Alors les gens me demandent leur chemin. S'ils savaient... Je suis Danielle Vallée, je suis écrivain, je suis observatrice de la scène théâtrale. Je suis également critique de théâtre pour la revue culturelle franco-ontarienne Liaison. Quels sont les grands thèmes de la dramaturgie aujourd'hui en Ontario? C'est vrai que l'Ontario français s'est sorti là, de sa crise identitaire puis au niveau du théâtre. Et maintenant que les gens s'en sont sortis, ils se sont identifiés, ils se sont montrés, ils vont maintenant parler plus fort d'eux-mêmes, de leur âme, de leur intérieur, de leur environnement. Ça va être un théâtre un peu plus spirituel, je dirais. Un théâtre qui va aller dégager les tourments intérieurs ou les joies. Mais on ne veut plus commencer à continuer à chialer, à se débattre. Là, on se montre sous son vrai jour, je pense. Comment je suis devenu un homme de théâtre franco-ontarien, entre guillemets, c'est parce que à 18 ans, je suis allé voir Le Chien à Sudbury. C'était la dernière représentation. Ils ont fait ça au Grand Theatre. Et moi, je m'enlignais pour une carrière en anglais. Je suis anglophone. Ma langue maternelle, c'est l'anglais. J'ai vu Le Chien. Je suis tombé sur le cul. Je me suis dit, c'est génial. Je vais faire du théâtre comme ça. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'était de se dire, mais ce théâtre-là ne se fait pas en anglais. Alors, je dois faire du théâtre français. Et parce que la langue, pour moi, n'est pas un objet politique, c'est un objet esthétique. C'est une langue qui est très belle, qui est très différente de ma langue maternelle. C'est une langue ludique, poétique, lyrique, très précise, minutieuse, qui te fait travailler. J'aime tout ça de la langue française. Alors, si ma cause, c'est le théâtre, c'est parce que j'aime la langue française, mais la langue française, langue poétique, langue esthétique. Il y a une qualité indéniable, notre théâtre franco-ontarien. Il y a vraiment des trouvailles. Il est avant-gardiste. Je vais probablement dire une bêtise, mais moi, j'en ai vu beaucoup du théâtre à Montréal, là où c'est la basilique du théâtre. Puis je me dis, quand je reviens ici puis je regarde nos pièces, je me dis, ils n'ont rien à nous montrer. Nous, on pourrait leur en montrer, mais il faut aller leur montrer ce qu'on sait faire. Le Festival du théâtre en région, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup à connaître les autres membres de la francophonie canadienne. On va rencontrer des gens de Vancouver, d'Edmonton, de Caraquet au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est pas qu'il y a plus de théâtre qui se fait, je crois, c'est que les gens se parlent. Donc, il y a plus d'organismes, d'organisations ou d'associations qui nous permettent de se rencontrer. Ça, c'est nouveau, je pense, et puis je pense que c'est ça qui est vraiment excitant pour les gens de Toronto. On se sent un peu moins isolé, je pense, en rencontrant les gens d'ailleurs qui sont aussi isolés dans leur communauté francophone hors Québec. Toutes ces rencontres-là font que les directeurs artistiques se rencontrent, les acteurs, les auteurs, enfin, tout le monde se rencontre, tout le monde jase, et puis en jasant, qu'est-ce qui arrive? Bien, on a des projets. Et puis, on commence la saison prochaine avec notre triple création, un spectacle qui s'appelle L'Univers. Il y a 3 auteurs. Robert Marinier de l'Ontario, il y a Dominique Parenteau-Leboeuf de Montréal et Herménégilde Chiasson de Moncton. Ça, ce spectacle-là est parti d'André Perrier, le metteur en scène et directeur artistique du Théâtre du Nouvel-Ontario. Et puis, à un moment donné, il s'est mis à parler à ces 3 auteurs-là. Puis, d'une chose à l'autre, est arrivé ce spectacle-là.
J'entrevois un danger de ces collaborations-là, moi, parce que c'est évident que chaque région, l'Acadie, l'Ouest canadien, l'Ontario, ont un théâtre qui leur est propre. Et en collaborant comme ça, j'ai l'impression que ça risque de faire un théâtre qui est un peu dilué. On s'ouvre énormément présentement sur le monde et c'est une excellente chose, mais ça amène quand même certaines problématiques. D'ancrage dans son milieu, mettons. Moi, je suis en train de le vivre un petit peu avec les coproductions. On a une coproduction avec le Québec et la France l'année prochaine. Il faut vraiment être très solide pour garder son identité au travers de ce travail-là, parce que plus on coproduit, plus, on partage en quelque part l'artistique, les visions, la façon de voir le théâtre. On est sollicité énormément pour faire de la diffusion, de la production, mais à la fois, ça peut être alléchant de dire « Ah, on va partir en tournée », tout ça. Mais pour ça, il faut comme créer des vrais liens artistiques et non pas créer des productions dites politiques, parce qu'il y a du financement pour faire de la coproduction. Peut-être revoir les sides sur le plancher. Vous vous rappelez, là, aussitôt que vous arrivez dans chacun de votre côté, André, Alain? S'il n'y a pas une réelle rencontre artistique, on est malheureux tout au long du processus parce que, dans le fond, on ne sait plus pourquoi on le fait. Si la rencontre n'a pas été réelle par rapport aux individus. L'argent, c'est la liberté. Quand j'en ai, c'est comme si ça me brûlait dans les mains. C'est pour ça que ça en prend beaucoup. Qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne? C'est difficile à prévoir. Est-ce qu'on va vouloir retourner vers un théâtre qui nous est un peu plus propre? Je pense que on ne peut pas à ce point-ci répondre à cette question-là. On peut juste regarder ce phénomène-là se passer. Pour moi, ça va être très important, après ces coproductions-là, de revenir chez nous, de me fermer et d'être nombriliste au bout et faire, bon, là, je suis dans mon cocon et je crée pour moi tout seul. Il y a quelque chose qui, moi, me touche énormément et c'est un projet en devenir pour le TNO. C'est vraiment un projet sur la perte de l'identité, la perte de la langue. C'est quelque chose qui me touche au plus profond de moi-même, mais pas seulement en tant que franco-ontarien. Je vois ce qui se passe à l'échelle de la planète avec la mondialisation et je pense que c'est archi important de crier haut et fort le côté individuel de chaque culture et que chaque culture se lève et crie « Non, moi, je reste. » Puis je dis « Mais mon corps crie « Non, ça se peut pas. Ça se peut pas. » Et depuis que je suis revenu dans le nord de l'Ontario, je le sens plus sur ce qu'on appelle l'assimilation, ce qu'on appelle... et ça me déchire. Tout théâtre est universel. Ce que j'ai pu remarquer dans la dramaturgie de Michel Ouellet, Jean-Marc Delpé et André Paiement, que j'appelle le trio fondateur, c'était une tendance régionaliste, dépourvue du sens négatif du terme. Mais tout en étant régionalistes, ils étaient universels en même temps. Pagnol pourrait qualifier pour être un auteur régionaliste. C'est lu partout, c'est traduit partout, c'est de toute beauté. Le chien peut être traduit, c'est que c'est un faux débat, ça. Tout est universel. Commandé à l'université de t'offrir une chaire. Qu'est-ce qui s'est passé, Faust? Je veux comprendre. You can't handle the truth. Est-ce que j'essaie d'être universel? Non. J'essaie d'être fidèle à ma démarche artistique. Qu'est-ce qui s'est passé, Faust? Je veux comprendre. Comprendre. Il y a longtemps que je t'ai donné cette chance. Rappelle-toi mes soumissions de... Chez nous, on est très chanceux parce que le public suit, mais il faut dire qu'il a été très ouvert aux choses nouvelles. On est habitué à la poésie au théâtre. Il y a déjà Jean-Marc Delpé qui avait crié blues avec Marcel Aymar. Donc, chez nous, on n'est pas aussi cartésien de dire, bon, ça, c'est du théâtre, ça, c'est de la danse, ça, c'est de la musique. Vraiment, on a l'habitude de mélanger tout ça.
Donc, le public suit sans aucun problème. Et ça me surprend, moi, d'entendre des diffuseurs québécois qui font « Mais mon public n'est pas rendu là, moi. Mon public est... Je sais pas comment présenter ça. C'est pas du théâtre, c'est pas de la poésie. C'est quoi? Je sais pas comment présenter ça. » Alors, j'ai vraiment un public extraordinaire. Et on accueille même de la danse. Et pour moi, ça permet d'ouvrir l'esprit des spectateurs pour du théâtre qui est moins logique, qui sont plus de l'ordre des sens ou de l'abstrait. Dans La Passagère, le langage commun, c'est la musique. Les gens pourraient ne pas être capables de communiquer en termes de langue, mais ils se comprennent quand même à cause de la musique. Le théâtre, c'est le rassemblement de tout ça, de la danse, de la musique et du texte. Et dans La Passagère, c'est un peu ça que j'ai essayé de faire. On n'est plus à l'époque où il n'y avait que les Franco-ontariens de souche qui pouvaient parler du théâtre franco-ontarien, qui pouvaient faire du théâtre franco-ontarien. Maintenant, on l'a vu avec Du Pépin à la fissure, par exemple, qui était une pièce mise en scène, de la poésie mise en scène, qui était jouée par Alain Doum, un comédien belge. Ah, mon Dieu, le choix d'Alain Doum, mon Dieu, ça aussi, ça s'est un petit peu imposé par soi-même. Effectivement, c'est très étrange, un Belge qui fait du franco-ontarien et puis, Patrice, c'est une écriture très franco-ontarienne avec des expressions très franco-ontariennes. J'étais allé voir un récital de poésie où les auteurs, les poètes lisaient eux-mêmes leur poésie. En fin de soirée, à Sudbury, il y a eu ce Belge-là, Alain Doum. Et il a fait un poème de Desbiens et je vous jure que tout le monde dans la salle en pleurait. Moi, j'en avais, les larmes aux yeux. Et c'était, je sais pas, il y a quelque chose qui est allé me chercher très profondément. Chaque fois qu'il essaye d'écrire de la fiction, elle devient de la poésie. Il ne comprend plus rien. C'est aussi bien, ça l'aide à garder sa sainteté. Je pense qu'en quelque part, ça décloisonnait ma langue franco-ontarienne et puis mon petit côté minoritaire. Qu'un Belge avec cet accent-là parle de Desbiens, fasse Desbiens avec autant d'amour et on se laisse émouvoir par cette espèce de voix chaude et profonde et cette espèce de phrasé inhabituel. Cette émotion-là à fleur de peau, alors je veux dire, on ne peut pas faire autrement que partir avec lui. Je vois les gens qui viennent au théâtre et je trouve que notre public rajeunit. Et ça, c'est pour moi extraordinaire. Donc, tous ces projets-là dont on parle, toutes ces ouvertures-là font qu'il y a des plus jeunes qui reviennent au théâtre. Les forces rajeunissent et notre banque d'acteurs et de créateurs rajeunit aussi. Mais là, c'est ça. Vous avez une grand-mère comme moi. Ça fait 2 ans que je suis mariée. Oh mon Dieu, quel malheur! D'où vient ta passion pour la danse? Je pense que j'ai déjà dansé dans le ventre de ma mère. Plus je fais de recherches dans le milieu de la danse contemporaine, dans le milieu de la danse en général, plus je découvre des francophones qui marquent l'Ontario, qui marquent le domaine de la danse contemporaine. Je pense à Serge Bénatan, je pense à Corpus, à Annick Bouvrette, des francophones qui sont là et qui marquent ce milieu-là, qui s'imposent dans ce milieu-là, qui se détachent, chacun par leur spécificité, par leur style. C'est sûr qu'on s'exprime d'abord par le mouvement et pas par le langage, pas par la parole. Donc,
Et parce qu'on s'exprime par le mouvement, c'est donc un langage universel. Et donc, effectivement, peut-être qu'on peut reconnaître une sensibilité francophone dans nos créations, mais ça reste, je pense, j'espère, comment dire, un style universel que peu importe de la culture d'où on vient, on peut comprendre. Je crois qu'on peut reconnaître aussi le fait qu'on est francophone par nos choix de musique, souvent. Mais c'est évident qu'au point de vue mouvement, au point de vue chorégraphique, un mouvement en français ou un mouvement en anglais, c'est ça, c'est universel. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le spectacle qu'on fait pour enfants maintenant, qui est seulement pour David et moi, on utilise beaucoup de langages, le français, l'anglais, l'allemand, l'italien. Pizzicato. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop. C'est pour le son du langage. C'est plus là, c'est plus ça, c'est des mots, c'est pas du texte. Mon jo, mon yao, c'est que, 1, 2. La danse est une forme d'art qui ne se préoccupe pas de grands débats linguistiques. C'est une forme d'art qui est universelle et qui s'adresse autant aux francophones qu'aux anglophones, qu'aux allophones, et qui va les toucher profondément ou pas du tout. Je suis chorégraphe indépendante à Ottawa. Je dirais que mon travail se définit comme étant un travail émotionnel, spirituel. Je prime le corps en mouvement. J'aime voir les corps se déplacer à travers l'espace. Et puis, quand les gens viennent voir mes œuvres, j'aime qu'ils puissent repartir, changer, toucher. En danse, on ne se laisse pas séduire par du beau. On se laisse séduire par des émotions. C'est vraiment ce qu'il y a de plus passionnant dans la danse contemporaine. C'est-à-dire que pour plaire à tout le monde, il faudrait toucher tout le monde au même niveau d'émotion. Et ça, c'est impossible. Mais je crois que c'est important qu'on vit ça en nous, qu'on est artiste franco-ontarien. Et puis c'est certain que moi, j'ai grandi dans une famille où la langue est importante. Et puis c'était important de vivre en français et de se battre pour notre langue. Donc, d'être artiste et de me battre pour mon art, pour moi, c'est à peu près la même chose. Être français, francophone, oui. Oui, parce que bon, j'apporte une sensibilité qui est due à ma culture, et ça, oui, d'accord. Mais franco-ontarien, non. Avant, j'ai habité Vancouver, j'étais francophone à Vancouver. Puis demain, si je vais à Tokyo, je serai francophone à Tokyo. C'est seulement entre francophones, quand on parle, quand on se rencontre, quand on a des dîners ensemble, comme ça, là je vois le lien, le lien intérieur de la culture. Mais c'est plutôt dans des idées. Je ne pense pas, par exemple, qu'il y ait une esthétique. Par exemple, si je regarde le travail de Marie-Josée Chartier ou le travail de David et Sylvie Bouchard avec Corpus, tout ça. Et mon travail, par exemple, ce sont des travaux totalement différents, quoi. Il y a aucun lien. Mais quand on parle ensemble, tout d'un coup, on sent tout de suite qu'on parle sur la même longueur d'onde, mais c'est plutôt en termes d'esprit, pas d'esthétique. Il y a beaucoup de collaborations culturelles dans le monde de la danse contemporaine. Et ça aussi, ça reflète la réalité artistique ontarienne. On est à Toronto, dans une ville très multiculturelle qui attire des artistes de partout dans le monde. Et ces artistes, ils viennent avec leur technique, leurs valeurs, leur histoire familiale, leur histoire culturelle, etc. Une autre façon d'attirer le public, c'est d'amener la danse vers le public. Sylvie Bouchard a eu l'idée, il y a 6-7 ans, de produire des spectacles de danse contemporaine dans des parcs, gratuitement. Et cet événement qui s'appelle Dusk Dances, il se déroule au coucher du soleil.
attire le public qui s'arrête, interloqué de voir de la danse dans un parc. Ils vont vraiment où sont les gens. Et les gens qui passent comme ça dans le parc, avec leurs chiens, avec leurs enfants. Et puis là, ils risquent d'aller chercher des gens qui vont plus tard aller à leur spectacle dans les théâtres. Donc, ce n'est pas seulement une éducation, d'aller éduquer ces gens-là, mais ils vont vraiment dans les lieux où se trouvent les gens et disent « Voyez ce qu'on fait ». Mercredi, jeudi, vendredi. Sylvie apporte la rigueur, la discipline, la technique de la chorégraphie. Et puis moi, j'apporte plus, disons, le concept théâtral, le côté mise en scène, toute la mise en scène de nos spectacles, qui sont basés sur ce concept simple de la rencontre entre une danseuse et un clown. Et je ne pense pas que les francophones apportent quelque chose de différent. Mais je pense qu'ils apportent avec eux leur vécu, leur histoire. J'ai toujours considéré que les francophones sont beaucoup plus politiques que, je dirais, les anglophones au Canada. Et s'il y a une chose que le côté francophone, le côté français pourrait amener, c'est cette conscience politique. Ça me plairait bien de voir une association pour la défense de la culture. Dieu sait qu'en Ontario, la culture a besoin d'être défendue. Chaque œuvre d'art maintenant est comme un miracle. Donc, on devient de plus en plus humble là-dedans parce que les sous sont de moins en moins nombreux, il n'y a plus de compétition. Donc, quand on crée une œuvre d'art, c'est parce qu'il y a quelqu'un en quelque part qui a donné de son temps. Ou on s'est acharné à la créer. Serge Bénatan, des textes de poésie, des textes de théâtre en anglais, alors qu'il est francophone. Ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Il dit, moi, je fais des erreurs, c'est mon anglais à moi. Le texte, d'abord dans ma danse, c'était une nécessité qui a grandi toute seule avec l'évolution. C'est-à-dire qu'en tant que créateur, tout d'un coup, on se dit, ah ben tiens... j'ai envie d'aller plus loin avec ça, et puis on s'aperçoit que l'écriture, ça vous donne ce qu'on recherche. Et c'est parce qu'il faut toujours chercher. Alors on peint, on écrit, on crée, quoi. En anglais, c'est simplement parce qu'on donne les spectacles à Toronto. La langue, c'est juste un truc pratique. C'est-à-dire, et si on part au Japon, si je peux... je traduirai en japonais. Le plus on peut aider les gens à comprendre et aller dans l'essence des choses de ce qu'on fait, il faut tout faire pour ça, je pense. Écoutez un autre extrait, cette fois ça s'appelle Cromlech. Vous l'écoutez à l'antenne de RFA, le réseau francophone d'Amérique. Mon nom c'est Serge Quinté, je suis agent de production et de liaison à l'Alliance des radios communautaires du Canada et je suis aussi critique musical pour la revue Infomag. Pour paraphraser François Paré qui disait au sujet de la littérature que présentement on ne peut plus lire d'un bout à l'autre la littérature franco-ontarienne. C'est trop gros. Moi, je dirais qu'on ne peut plus maintenant écouter toute la discographie franco-ontarienne en 48 heures. Ça se fait pas. C'est trop gros pour ça. Cano a cessé d'exister en 83.
Et la période intéressante commence en 90 avec toute une gang de nouveaux artistes qui entrent sur la scène. Swing, je crois, n'aurait pas pu connaître en 91 ou en 92 le succès qu'ils connaissent actuellement avec le style qu'ils font. Un mélange de techno et de musique traditionnelle. Pour nous, c'était un besoin, quand on a commencé ce projet-là, c'était un besoin de s'exprimer dans notre langue primaire et puis le faire de façon à être capable de toucher beaucoup de gens avec ça, cette affaire-là. Et puis je pense qu'avec la fusion du hip-hop et du folklore traditionnel, on s'aperçoit que beaucoup de gens ont dans les veines, même les jeunes. Je ne sais pas s'il y a un grand-père, mon oncle, ma tante, un cousin, un frère qui jouait du violon, qui jouait des cuillères à Noël ou quelque chose du genre. Mais on s'aperçoit que c'est une fusion qui touche à beaucoup de gens. Ça fait qu'il y a encore moyen de créer en région, mais je pense que d'une façon ou d'une autre, on va avoir à passer par Montréal. Par contre, il faut bien mentionner qu'il y a des artistes comme Robert Paquette et Jean-Guy Chuck Labelle avec leur album de Noël qui ont connu un très bon succès sans passer par Montréal. Que les riches et les pauvres entrent chez nous, que les grands deviennent un, et entre chez vous, qu'on partage la richesse, qu'on divise le tout. Quand c'est Noël chez nous, c'est Noël chez vous. Je dirais que j'ai remarqué une fierté qui a grandi quand même chez les jeunes au niveau des groupes francophones. Et puis, c'est commun, par exemple, au concert de swing, de voir les drapeaux franco-ontariens qui se promènent en avant et tout ça. C'est pas une chose nécessairement qu'on voyait là, une quinzaine d'années dans Garoulou. Tu sais, les gens ont toujours aimé leur francophonie, mais je pense que c'est un petit peu plus large aujourd'hui. Mais je pense que c'est le fun qu'il y ait du monde, des bons artistes qui restent ici aussi, puis qui pensent pas toujours qu'il faut s'en aller à Montréal puis faire de quoi à Montréal. De toute façon, il y a Montréal, mais il y a Paris, il y a toutes sortes d'endroits où je voudrais aller. Je pourrais vivre à Paris, au New York, n'importe où. Ça, je suis pas très particulier de où je crée, mais par exemple, je suis ici, je suis un franco-ontarien, on est en milieu minoritaire, puis ça me tient quand même à cœur de créer ici puis de perpétuer une certaine tradition, tu sais. Cette année, j'ai rencontré une tonne de jeunes qui ont tellement de talent puis ils crient. Ils ont 16, 17 ans. Il n'y a pas des groupes formés, mais tu vois qu'il y a un qui va faire plus de beatbox, puis un qui va commencer à scratcher. Il y en a d'autres qui vont faire de la guitare folklorique. Il y a beaucoup de talent qui va bientôt sortir, mais il est encore trop jeune. Mais il y a besoin de se pousser un peu. De Rotland, qui a beaucoup de talent. Très bonne. Je vole au-dessus des gratte-ciels, j'oublie ma vie artificielle. Alors, je pense que c'est une situation qui est en train de se développer, mais tu sais, il y a plein de bons groupes, il y a plein de nouveaux... Les jeunes, on a parlé de Manon Seguin, de Mélissa Roy, il y en a plusieurs. Petit village, c'est ma raison. Grand-papa avec son violon. La chaleur des gens de chez nous. Notre paradis, nos petits bijoux. Ça a pris longtemps avant que je me dise, wow, faut que je me démarque. Moi, je suis un individu. Puis n'importe quel artiste qui commence à chanter, ça va lui prendre du temps à s'identifier, puis à se démontrer, puis à savoir ce qui le fait battre, lui. Donc, si tu demandes s'il y a des nouvelles tendances aujourd'hui, je pense qu'il va en avoir, à cause que c'est pas quelque chose qui est né instantané. Ça prend du temps à le bâtir, puis la petite graine est plantée, puis ça sème. Puis ça va devenir peut-être une nouvelle fleur, ou une fleur mauve, mais qu'on n'a jamais vue. Je t'aime et tu le sais, de plus en plus
Moi, je pense que c'est une très bonne chose qui est en train de se passer pour la musique franco-ontarienne. On ne sera jamais un grand milieu musical dans le sens de taille, mais je crois qu'on peut être un milieu extrêmement intéressant au point de vue de la musique. De toute façon, on est minoritaire au sein du Canada comme francophone, puis on est minoritaire au sein du Canada comme franco-ontarien, puis là, ça c'est de plus en plus morcelé, tous les franco-ontariens, les Québécois, les Acadiens, on dirait qu'on devient chacun notre identité, puis moi, je vois vraiment ça comme on est tout du monde qui parle français, puis that's it, that's all. Je m'intéresse à la réception de l'art dans la société, avec tous les problèmes que cela crée en termes de lieux de diffusion, aussi du niveau d'incompréhension ou alors de passion que l'on rencontre chez les individus. Pour me définir, je dirais que je suis artiste, je suis peintre, je suis franco-ontarien qui demeure à Toronto. Tout de même qu'on parle en anglais, c'est pas vraiment une ville anglo-saxonne. Alors ça te laisse garder ton identité dans ce mélange incroyable où il y a des gens de tout partout, tout partout, tout partout. L'ajout de langage influence les titres de mon tableau en étant que je peux m'amuser parce que le travail lui-même est très sérieux. Alors, en m'amusant avec le langage, ça le rend un peu moins sérieux. Mes aquarelles, je les appelle les blobettes. Et puis, finalement, après plusieurs années à avoir peint des blobettes, j'ai été capable de faire une version de la peinture à l'huile, comme le tableau derrière moi. Je l'ai appelé des poulettes. Alors, mais P-O-O-L-E-T-T-E. Alors, l'idée, c'était que c'est plus gros qu'un petit blob, parce que les cercles sont plus gros, mais tout de même, c'est le même processus que de la peinture qui s'évapore. Alors, c'est plutôt comme a pool of water. Mais la forme est plus contrôlée et ça est devenu presque comme un ovum, comme un œuf. Alors, j'ai dit, bon, on va jouer, on va faire référence à une poule, alors on va l'appeler une poulette. Je dirais que pour pouvoir jeter un regard sur la production récente des artistes franco-ontariens, il faut avoir accès aux œuvres. Et on s'expose ici à un problème de diffusion qui fait que peu d'œuvres sont accessibles. Il y a peu de galeries, il y a moins de galeries, je devrais dire, que d'œuvres à exposer. Et il y a plus d'artistes que de lieux de diffusion de leurs œuvres. Donc on rencontre ce premier problème qui aussi s'allie à un problème de trace, finalement, de cette histoire de l'art franco-ontarien. Une œuvre qui m'a vraiment marquée comme étant une sorte de métaphore, finalement, pour ce problème de diffusion et d'expression. C'est l'œuvre installation de Joseph Muscat à la galerie Céline Allard en mai 2001. Cette œuvre nous montrait donc le visage de Joseph Muscat photographié contre la photo, enfin le reflet de sa maison qui a brûlé et qu'il avait saisi dans un miroir. Les artistes franco-ontariens sont en quelque sorte muselés derrière une vitre et leurs œuvres se retrouvent résumées à quelques débris qui sont dans des pots en verre. Et non seulement il y a peu de lieux de diffusion, mais il y a aussi peu de matériel visuel, de vidéos. Il n'y a aucune revue francophone consacrée aux arts visuels. Les artistes visuels franco-ontariens sont différents des artistes québécois et anglophones dans la mesure où, finalement, si on les regarde en tant que communauté d'artistes,
on y retrouve une convergence d'apports, d'influences culturelles différentes, qui représentent en quelque sorte la mosaïque de la francophonie à l'échelle internationale. Il y a beaucoup de francophones à Toronto. Ils ne sont pas franco-ontariens. Ils viennent de quelque part d'autre. Je viens aussi d'une petite ville qui était très franco-ontarienne. Alors, on était 65 % franco-ontariens qu'ici. J'ai déménagé à Toronto. Mais après, je m'ai joint à le groupe Bravo, Bravo Sud, Bureau de regroupement des artistes visuels ontariens, puisque je trouvais que je perdais mon français. Alors, j'ai décidé de me joindre à ce groupe, étant tout de même que le groupe, il n'y a pas beaucoup de franco-ontariens. Il y a des François, il y a des Québécois, il y a des franco-africains, il y a des gens de tout partout. Ce qui fait que cette communauté d'artistes est à la fois disparate, mais elle est extrêmement riche et dynamique. C'est une sorte de laboratoire, de réservoir un peu universel, une fois de plus, tout en étant franco-ontarien. Je pense que c'est ce qui fait que, probablement, on peut dire qu'il y a donc cette unicité et ce caractère unique à la fois franco-ontarien. Le vœu que j'aurais pour avancer l'état des arts francophones en Ontario, ça serait peut-être que se déborde en dehors de la francophonie, qu'il soit plus accepté et que le monde se rend compte que l'art, c'est pas vraiment juste quelque chose pour mettre sur les murs ou pour décorer, que vraiment c'est de la bouffe pour l'esprit, parce que vraiment, soit que l'art soit francophone ou non, le monde pense beaucoup que c'est pas vraiment de la nourriture pour l'âme. Et puis ça l'est. C'est quelque chose qu'on a besoin dans la vie. Avant, l'Ontario français n'était pas une terre d'accueil. On était très nombrilistes. On se disait, c'est nous les vrais Franco-Ontariens. On regardait un peu les arrivants un peu de travers. Puis maintenant qu'on a pris de la force, puis qu'on sait qui on est, notre terre, on la prête aux autres, puis on leur dit, venez vous enraciner, venez, on va faire des arbres nouveaux, des fleurs nouvelles. Puis c'est comme ça que toute la culture va évoluer. On accepte tous ceux qui viennent d'ailleurs, qui ont quelque chose à nous donner, on est prêt à le prendre et ça fait une culture encore plus grande, plus élargie, plus éclatée.